C'est Midi reçoit aujourd'hui une motivatrice passionnée. Marjorie Djeba est une Ivoirienne avec des origines franco-espagnoles, vivant en France, mariée et mère d'une fille de 16 ans. Auteure inspirée, elle est sophrologue et créatrice de la chaîne YouTube Afrique Essor, une chaîne dédiée à l'apprentissage de la sérénité. Elle fait 3 années d'études en sociologie et psychologie à l'université de Toulouse-Le Mirail et plus tard un BTS d'assistante de direction. Ayant vécu de gros stress à une période de sa vie, elle découvre la sophrologie et s'y forme pendant 8 années. Aujourd'hui, complètement épanouie, elle vient sur le plateau de C'est Midi pour un partage d'expériences. À vous, Jean-Michel. Madame Marjorie Djeba sur le plateau de C'est Midi, bonjour et bienvenue. Et pourtant, certains enfants victimes de ces agressions sexuelles de tout genre n'arrivent pas à briser le silence. C'est d'ailleurs bien le cas de notre invité de ce jour. Gardons à l'esprit que tout acte sexuel, tout geste sexuel non consenti est à considérer, quel que soit l'âge, comme un délit d'ailleurs très grave. Madame Marjorie Djeba, vous venez de loin, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, et votre calvaire a commencé à l'âge de 5 ans. 5 ans, c'est trop tôt. Mais avant, il y avait une certaine atmosphère familiale sur laquelle je voudrais que vous commenciez par vous exprimer. Oui, eh bien bonjour à tout le monde. Oui, il y avait une atmosphère familiale qui était très équilibrée, très structurante pour moi. Donc ça se passait bien dans ma petite enfance. Et le drame donc, est arrivé quand j'avais 5 ans. Entre-temps, donc, je me suis retrouvée à vivre eh bien, avec ma mère, qui était une maman seule qui élevait ses enfants. Donc, comme vous pouvez voir sur l'image, j'avais tout, en fait, secret, tout gardé à l'intérieur de moi. J'avais un regard assez triste sur la photo. Et j'étais une enfant qui faisait croire que tout allait bien. Mais ce qui se passait à l'intérieur, waouh, waouh, waouh. Wow. Et quand vous dites waouh, ça exprime toute la douleur que vous ressentiez à cette époque. Une douleur oui. aussi qui émane du divorce qu'a connu Oui, il y a eu effectivement le choc aussi, le choc du divorce qui a été douloureux pour moi. Et comme on ne peut pas hiérarchiser les douleurs, en fait, toute douleur est quelque chose qui est engrangé à l'intérieur du corps et qui, au fil du temps, finit par devenir lourd, très lourd, et à impacter la qualité de la vie que l'on a avec le monde. Oui. On en viendra en détail sur tout ça. Alors, 5 ans, cet âge-là sonne, et contrairement à toute normalité, vous commencez par vivre à la maison des choses inqualifiables. Oui, absolument. Je me retrouve donc, il y avait l'employé de maison, le boy, c'était vraiment quelqu'un de confiance. Ma mère avait une confiance absolue en lui. Donc, il était parfait à l'extérieur. Justement, elle avait une totale confiance en lui, c'était l'employé parfait. Mais quand ma mère tournait le dos, eh bien, un après-midi, il m'avait dit « Je te donnerai ton goûter après, allonge-toi sur le canapé ». Et en fait, il s'est masturbé sur mes fesses d'enfant jusqu'à ce qu'il éjacule et qu'ensuite il m'essuie le bas du dos et qu'il me demande de me rhabiller pour que je puisse manger mon goûter. Et ça, en fait... je peux en parler aujourd'hui avec beaucoup plus de recul, mais c'était d'une violence terrible. Pour moi, étant enfant, je me sentais profondément en insécurité, seule, sans personne à qui en parler et complètement livrée à moi-même. C'est insoutenable, ça. Quand vous dites sans personne à qui en parler, vous aviez quand même maman à la maison, vous étiez aussi entouré de frères et sœurs? Oui. À cet âge-là? Mais ce qu'il faut savoir vraiment, on parle de quelque chose, moi j'ai 49 ans, mais je veux dire, on parle de quelque chose qui perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est ça vraiment qui fait que je suis là pour discuter. Est-ce que vous vous rendez compte que ces faits-là ont eu lieu il y a plus de 40 ans et que ça continue jusqu'à aujourd'hui? C'est vraiment la raison pour laquelle je suis là. Je me dis non. Alors c'est parce que justement il y avait cette culture du silence que moi, étant enfant, je n'ai eu aucune proposition de communication. Alors quand vous parlez de culture du silence, est-ce que vous êtes en train de dire, peut-être d'une certaine façon, qu'il n'y avait pas une véritable communication entre maman et vous, enfant? Mais ce que j'appelle la communication classique, c'était une maman qui fait du mieux qu'elle peut pour élever ses enfants. Elle va travailler, elle se démène pour qu'on ait un toit, pour qu'on ait à manger, pour qu'elle puisse rentrer, pour pouvoir nous voir, pour pouvoir vraiment veiller du mieux qu'elle peut. Mais en même temps, il y a une réalité. Chaque fois qu'on s'adresse à un enfant, qu'est-ce qu'on lui demande? L'école, ça va? Mais ça, c'est d'une violence terrible.
L'enfant, tout ce qu'il entend, c'est qu'il est nivelé à l'école. C'est la seule question qu'on lui pose. Donc, je répondais par rapport à l'école. Là, je ne parle pas de ma mère en particulier, mais étant enfant et étant né en Côte d'Ivoire, ayant grandi ici, ces questions-là ont été récurrentes tout au long de mon enfance. C'était l'école, le sujet des adultes. Mais le boy, il vous disait quoi concrètement? Parce que peut-être que généralement, quand on garde le silence, c'est que ces actes-là sont accompagnés de menaces. Qu'est-ce que vous menacez? Il finit sa sale besogne et puis il ne vous disait rien. Aujourd'hui, comme je suis très apaisée en fait avec mon histoire, je n'ai pas de souvenirs de menaces. Mais, vous savez, mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà, ce genre d'attitude-là est une bombe. L'enfant est tétanisé. L'enfant est tétanisé. Donc, c'est déjà une bombe. Il n'y a même pas besoin que le boy dise, ne dit rien. Moi, là, j'étais figée. Figée avec une bombe, vraiment une bombe émotionnelle et un secret très lourd que j'ai porté, en fait, en moi pendant de longues années. Et une omerta. Je n'en parlais pas. Alors, nous, on essaie de comprendre. C'est-à-dire, on se dit, si vous vivez un choc aussi profond, oui. Il y a une envie tout de suite de se mettre en sécurité pour un enfant, de dire « Maman, quelqu'un m'a fait du mal ou quelqu'un a fait quelque chose de méchant ». Pourquoi vous n'entrez pas tout de suite dans cette démarche, cette quête de refuge, cette envie de dire pour éviter une prochaine fois de subir ce... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est très, très, très important. Un enfant n'est pas un adulte en miniature. Un enfant n'est pas un adulte en miniature. Il faut vraiment arrêter de penser que l'enfant qui a 5 ans va réfléchir comme l'adulte et donc va mettre tout ce qu'il faut pour sa survie. Non! L'enfant est dans son émotionnel, il a vécu un traumatisme, il est dans son monde d'enfant et ça peut se manifester par plein de comportements. Moi, en l'occurrence, ça a été, je suis restée saisie, transie, figée. J'ai bien sûr dans ma vie d'enfant connu des moments où j'ai pu rire, courir au quartier, m'amuser, mais ça, c'était complètement là en moi. Une question de Paulus. D'accord. Avant de parler de menaces, je veux dire, la première fois que ça s'est produit, c'est quelque chose d'inhabituel. Vous auriez éventuellement pu demander à quelqu'un, mais ça, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi? Puisque c'est quelque chose qui n'a pas l'habitude de se produire, en fait. Oui, mais c'est ça aussi que je pourrais vraiment donner comme élément, avec beaucoup de bienveillance pour tous les enfants qui subissent ça. C'est que c'est tellement déjà quelque chose de traumatisant que de demander en plus à l'enfant d'avoir des ressources. Pourquoi tu n'as pas fait ça à ce moment-là? Pourquoi? C'est encore une violence pour l'enfant. Là, la première chose, l'enfant déjà... Nous, on vous pose des questions aujourd'hui comme ça. Oui, absolument. Parce qu'on sort de votre histoire. On est loin de l'histoire. Oui. Donc, on essaie de comprendre comment ça fonctionne dans votre psychologie pour vous qui l'avez vécu. Oui. En fait, vraiment, à cet âge-là, l'enfant, il est dans l'émotionnel. Il n'est pas dans la réflexion. D'accord. Donc, il est touché là. Et au niveau émotionnel, c'est une violence terrible. Voilà, ça c'est vraiment ça. Vous a poussé à vous renfermer, à devenir plutôt autarcique. Là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que cette partie-là, ça a été complètement gardé en moi, figé, et j'ai gardé le silence pendant plus de 30 ans. Ça, c'est une douleur qui est franchement, j'imagine, indescriptible, inqualifiable d'ailleurs. Alors, pendant combien de temps a duré ce type de scène à la maison, l'absence de votre maman? En fait, quand l'événement s'est produit, j'ai envie de dire, dans mon monde d'enfant, le temps s'est arrêté. Je ne peux pas dire à cet âge-là, quand j'avais 5 ans, oui, il y a eu ce jour. Le temps s'arrête. Et en fait, les années, même si les mois passent, tout est resté bloqué dans mon corps d'enfant comme un traumatisme. Donc à partir de là, je n'ai pas ouvert un cahier pour pointer. D'accord. Mon monde d'enfant mais votre agresseur a resté, récidivé tout de même. Il a récidivé. Ah ben bien sûr. Oui, tout à fait, bien sûr. Et il n'y a pas eu que lui, bien sûr. Il y a eu d'autres, oui. Quand j'ai grandi. En dehors de la cellule familiale, vous avez aussi vécu... Tout parent bienveillant veut toujours le meilleur pour son enfant. Donc j'avais été inscrite à des cours de natation. Le maître nageur en maillot de bain m'a fait asseoir sur lui et en fait, il était en érection. Et moi, j'étais un petit peu plus grande, mais j'avais un malaise, je sentais quelque chose qui n'était pas correct. Et il me tenait comme ça. Ça fait partie aussi des violences que j'ai gardées en moi pendant de longues années. Là, vous aviez quel âge? Là, je pense que j'avais peut-être 9 ans. 9 ans Peut-être 9 ans ou 8 ans, je ne me rappelle plus. Oui. D'accord. Alors, en général, on estime, enfin, les spécialistes disent que lorsque ce type de choc arrive dans la vie d'un enfant, il y a tout un phénomène en chaîne qui se produit et qui influence parfois les études,
la vie psychologique de l'enfant, son développement. Et comment vous, à votre niveau, vous avez été affecté? Eh bien, en effet, quand j'ai dû vivre l'entrée au CP, j'ai redoublé mon CP. J'étais dans l'incapacité de me concentrer sur l'apprentissage de la lecture. Tout mon cerveau était concentré, en fait, sur ce que je gardais à l'intérieur. Donc, si on me disait non, j'arrivais pas. Donc, j'ai redoublé le CP. J'ai redoublé le CP. Et c'est pour ça, vraiment, que des fois, quand des parents s'attardent et disent aux enfants « Mais apprends, mais étudie, mais on te dit d'étudier », le problème peut se trouver ailleurs. Changer d'axe, vraiment essayer de connaître vraiment votre enfant et permettez-lui d'avoir un espace suffisamment sécurisant pour qu'il puisse se dire. À aucun moment, votre maman n'a suspecté que quelque chose peut passer? Je ne pense pas. Vous savez, les femmes sont des battantes. Donc c'était une battante qui élevait plusieurs enfants à la maison, le travail. Donc pour elle, vraiment, elle a fait du mieux qu'elle a pu et j'en suis convaincue. Et allez imaginer ça, vous imaginez? Non. L'enfant est là, il va à l'école, il se lave, il mange, il joue un peu avec les enfants. Ça ne se voit pas forcément. Mais à travers votre attitude et autres, puis bon... Une chose par contre que je faisais, que j'ai fait pendant très longtemps, j'ai fait pipi au lit. Pipi au lit, on a testé toutes les techniques traditionnelles, modernes, tout, psychologue. Et pendant longtemps, je faisais pipi. Pardon pour l'interruption, mais je confirme que ça, c'est l'un des symptômes aussi, lorsque nous faisions des recherches avant de vous recevoir, c'est l'un des symptômes des traumatismes des enfants qui subissent des violences sexuelles. Alors, les enfants qui sont victimes d'énurésie, ça ne veut pas dire que ce sont des enfants qui ont subi des violences sexuelles, pas du tout. Non, c'est l'un des symptômes. Par contre, moi, ce que j'ai découvert plus tard, longtemps après, parce que j'ai vraiment souffert de ce pipi au lit là, très longtemps, hein, jusqu'à ma préadolescence, c'est pour vous dire. Mais en fait, ce que j'ai appris en formation, plus tard en France, c'est que quand on se contient, qu'on se retient, qu'on continue à se retenir, à un moment, ça finit par lâcher quelque part. Et donc moi, quand j'étais dans mon lit pour dormir, et que je dormais la nuit, j'ai même un souvenir, ça peut vous surprendre, mais j'ai un souvenir d'enfant où quand je faisais pipi, je me sentais soulagée, ça me détendait. C'était le seul moment, en fait, où je relâchais la pression. Et donc, j'ai un souvenir vraiment où je faisais pipi, et puis j'étais... Et ça lâchait. Et après, la peur revenait. Oh, tu vas te faire gronder, tu as fait pipi, vite, fais quelque chose pour pas qu'on te gronde, on va mettre ton matelas dehors, tout le monde va voir. Voilà, la peur revenait. Mais le moment où ça lâchait... Vous avez vécu dans la peur toute votre enfance? J'ai connu des moments vraiment de rire, de joie, mais cette partie-là m'a accompagnée et j'ai connu pendant longtemps ce besoin de sécurité, une insécurité, un manque de confiance en moi. Ça, vraiment, c'était 2 points qui ont été très lourds pour moi. Nous déroulons toujours cet entretien, cet échange avec vous, madame. Alors, et puis, il faut signaler qu'il y a de cela 40 ans. 40 ans en arrière. Parce que quand elle dit 5 ans, elle n'arrive pas à parler, ou 9 ans. Mais nos enfants d'aujourd'hui, moi, ma fille de 3 ans, quand vous parlez de maître nageur en érection, moi, ma fille de 3 ans, elle va à la plage même, le maître nageur, il suffit qu'elle voit une gonflue. Gagamou! Elle a 3 ans. Non, quand elle m'a connu, tu la regardes mal, tu te dis, tu me regardes mal, pourquoi? Voilà, il faut rappeler qu'il y a de cela 40 ans. C'est très important. D'accord. Et en tout cas, et tous les enfants n'ont peut-être pas, il faut le dire, n'ont pas la même psychologie, le même comportement, et la même attitude. Dans votre cas, ça a été plutôt l'omerta. Oui, absolument. Le poids du secret. Oui, ça a été le silence. Ce que je pourrais vraiment donner comme élément aussi, ce qui m'a donné envie de venir témoigner, c'est parce que justement, il ne faut plus que ça continue. Je sais que beaucoup de gens n'osent pas en parler parce qu'ils se disent « qu'est-ce qu'on va dire de moi? Quels commentaires on va mettre sur les réseaux sociaux? Est-ce que je vais être déclassée? Est-ce que je vais perdre la face ?» Mais ça, c'est l'affaire de tous. Tout à fait. C'est l'affaire de tous. On est ensemble. Ça ne concerne pas que les femmes. Il y a aussi des petits garçons, des adolescents. Et puis aussi, une personne qui a eu une enfant, enfin, qui a vécu comme ça un traumatisme. C'est la future compagne de quelqu'un. Donc sachez qu'en tant qu'homme aussi, recevez vraiment cette information-là. Vous êtes pleinement concerné. Pleinement concerné. D'accord. Vous avez grandi donc avec ce traumatisme. Oui. Au point que vous en avez été affecté physiquement, parce qu'à une époque de votre vie, avec ce mal-être intérieur, vous avez fini par tomber dans l'obésité. Ah, j'ai eu des moments, ça m'est arrivé quand j'étais en France. Je ne pouvais plus me contenir comme ça. J'étais tellement habituée à porter mon masque.
il y avait ce qui se passait en moi et puis il y avait toute la distance que je mettais entre moi et l'autre. Donc j'étais habituée toujours à porter mon masque, à faire croire. Ça, c'était ma spécialité. Voilà, donc là, on me voyait de l'extérieur, j'ai l'air d'aller bien, je souris, je suis polie, bien élevée, mais à l'intérieur, derrière le masque, mais terrible. Donc, du coup, moi, je me retrouvais à vivre des moments de boulimie, de compulsion alimentaire. Je ne pouvais pas m'empêcher de me remplir. J'ai eu vraiment des moments, c'était très difficile. J'ai eu aussi des moments, effectivement, de dépression, de difficulté à trouver le sommeil la nuit. Et au niveau de mon poids, j'étais vraiment aussi en grand surpoids, vraiment. Donc ça, c'est vrai que ça a été souffrant. Le traumatisme dans l'enfance, ça a été souffrant pour moi. Beaucoup plus loin qu'on ne le croit, qu'on l'imagine. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment, j'ai envie de dire, radioactif. Des personnes peuvent se dire « Oh, mais que ça suit. Ça suit. Il est arrivé des fois que des femmes, au moment de mourir, puissent enfin lâcher le secret. Qu'elles se sont traînées toute leur vie jusqu'à 60, 70 ans et 80. Donc, c'est pas possible que ça puisse continuer ainsi. Tout à fait. Et c'est bien pour ça que nous sommes là et que nous livrons cette émission au grand public national et international. Madame, alors il y a eu un jour, disons, de soulagement. Et ça a commencé par une rencontre avec ce qu'on appelle un sophrologue. Oui, absolument. C'est-à-dire que en France, en fait, quand j'allais voir le docteur, initialement, j'avais vu un médecin qui m'avait dit « Bon, on va vous donner des antidépresseurs, quelque chose pour dormir la nuit. » Donc, c'était surtout beaucoup de médication. Et puis, un jour, j'ai eu la chance de tomber sur un médecin qui m'a dit « Je vais vous orienter vers une sophrologue. Elle va vraiment vous aider à pouvoir vous occuper de ce qui se passe à l'intérieur de vous. » Alors déjà, pour ceux qui découvrent ce mot-là, oui. Quel sens il y a derrière un sophrologue? C'est pas très familier pour nous. C'est pas très familier. Oui, c'est aussi la raison de ma venue pour partager en fait une note d'espoir. Oui. Donc en fait, la sophrologie a été créée par un médecin et justement, ce médecin-là s'est rendu compte qu'on donnait des médications beaucoup trop lourdes aux patients qui vivaient des altérations de la conscience et il s'est dit, tiens, peut-être qu'il existe des approches plus naturelles pour permettre aux personnes de passer d'un état d'agitation, de conscience agitée à plus de sérénité. Et donc c'est comme ça que la sophrologie, en fait, la définition, c'est la science de la conscience en harmonie. Une sorte de science de soulagement Ben, en fait, vraiment, si je devais en parler de manière très simplifiée, oui. Les personnes vont apprendre par elles-mêmes comment prendre soin d'elles, de ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Et ça, c'est extraordinaire, parce que moi, avant, je pensais que c'était les autres qui étaient responsables de mon bonheur. Jusqu'à ce que vous rencontrez ces spécialistes en sophrologie. Jusqu'à ce que je découvre. Par une cure de combien de temps? Ben, en fait, c'est en consultation individuelle. Donc, ça m'a permis aussi d'apprendre à parler. Donc là, j'ai commencé à parler. Et Marjorie, tu recevras à la hauteur de ce que tu dis. Donc, je me suis dit, il est temps maintenant que tu dises. Et que tu dises bien tout ce qui te peine et qui te fait souffrir. Donc là, j'ai parlé. Vous avez parlé, vous avez tout confié. Et au bout de combien de temps, le processus, vous vous êtes trouvé enfin soulagé, libéré? Ben, en fait, déjà après la première séance, quand on repart, on est détendu. Parce qu'on a une partie, j'ai envie de dire, de verbalisation, mais après, il y a une partie où on vit des exercices pratiques pour s'apaiser. Donc quand je suis repartie, j'étais détendue. Tout n'était pas résolu en moi, mais j'étais apaisée. D'accord. Ok, c'est compris. Alors, Paul Sagaton, d'autres questions qui arrivent en direct? Alors, sur la page Facebook, nous avons plusieurs messages, notamment celui de Zeba d'Esther le Volcanique. Bon, déjà, il faut dire qu'ils sont nombreux à demander où étaient les parents durant tout ce temps. Ils ont eu l'occasion d'avoir des réponses. Ils demandent, est-ce qu'en grandissant, vous avez eu l'occasion de rencontrer ce monsieur? Est-ce que vous l'avez reconnu? Et si oui, comment vous avez réagi? Eh bien non, je ne l'ai pas revu. Je ne l'ai pas revu. Mais c'est clair que si vous le revoyez, il y aura certainement un choc, ou plus maintenant. Là, si je le revoyais aujourd'hui, je lui parlerais en adulte responsable. Je ne lui parlerais plus en enfant souffrant. Vous lui dit quoi, par exemple? Si je le revoyais aujourd'hui, je lui demanderais de me raconter son histoire. Qu'est-ce qui a fait qu'il en est arrivé à ce genre d'attitude-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire pour qu'il en vienne à avoir ce genre d'attitude? C'est grâce à lui que vous êtes sophrologue aujourd'hui aussi, donc quelque part... Madame, nous allons maintenant évoquer l'après-souffrance et l'après-guérison, parce que, heureusement, aujourd'hui,
longtemps après, vous vous sentez complètement loin de tout ça, grâce à la sophrologie. Alors, pour, disons, faire profiter à la société de toute cette expérience ou encore ce passé vécu, vous avez lancé une page, oui, sur une chaîne sur YouTube, oui, qui s'appelle Afrique Essor. Afrique Essor. Oui. C'est aussi pour vous une façon de continuer la guérison, puisque vous êtes sophrologue depuis 12 ans, après 8 ans de formation. Oui, en fait, j'ai créé la chaîne Afrique Essor parce que je me suis rendu compte que, c'est une toute jeune chaîne, hein, mais je me suis rendu compte que, mais tout ça, en fait, ça relève d'œuvrer pour l'essor de notre continent, d'œuvrer pour l'essor de chacun de ses habitants. Donc j'ai créé cette chaîne Afrique Essor pour permettre justement de nous rassembler, tous ceux qui sont dans la relation d'aide, qui sont là en fait pour aider les personnes à vivre leur essor, pour les accompagner, que l'on apprenne finalement à nous rencontrer pour pouvoir collaborer, co-créer. Et ensemble, je suis convaincue qu'on va de plus en plus vivre quelque chose de déflagrant pour notre continent. Et avec Afrique Essor aussi. Vous le regardez, ce garçon aimable là, il s'appelle Jean-Noël, le collaborateur. Il suit avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous dites. Merci Jean-Noël. Et oui, pardon, je vous en prie. Non, je disais aussi qu'avec Afrique Essor, il y a aussi une partie qui est très importante pour moi, c'est aider la femme à vivre son plein essor, la femme africaine à vivre son plein essor. Ça, c'est fondamental pour moi. Une dernière question pour vous qui avez été agressée sexuellement pendant votre enfance, avec une répercussion sur une longue période de votre vie. Lorsque vous regardez aujourd'hui cette actualité marquée par, vous savez, des viols de fillettes et autres souffrances imposées à des enfants, à des mineurs, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents, hein, à la société aussi, rapport à tout ça? Alors ce que j'ai vraiment envie de dire maintenant, s'il vous plaît, quand vous vous adressez à un enfant, l'école, vous êtes habitué à lui en parler, mais de grâce, permettez maintenant à ce que vos sujets de conversation soient des sujets qui sont tournés aussi vers comment tu vas en toi, comment tu te sens là à l'intérieur de toi. Et pour cela, c'est vrai que les enfants, ils fonctionnent avec l'exemple. Donc c'est aussi aux parents à apprendre eux-mêmes à oser aussi dire ah ben là oui, ben là aussi vraiment oui, j'ai vécu ça dans ma vie de difficile, mais j'ai trouvé les ressources pour pouvoir les dépasser et m'en sortir. Que l'enfant sente que ça fait partie de la vie. Ça c'est très important. Donc que l'adulte apprenne à verbaliser, à mettre des mots, homme comme femme. J'ai envie de continuer, mais je vois dans votre regard qu'il faut que je coupe, c'est ça? Là, vous m'avez bien eu. Moi, je pense que, vous savez, le sujet, il est tellement profond qu'une émission ne nous suffirait pas pour en parler. Heureusement que C'est Midi a déjà l'habitude d'aborder ce type d'histoire pour continuer à faire de la sensibilisation. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner. Est-ce que je peux encore donner un ou deux petits points pour aider? J'ai tellement envie d'aider que je me dis que ça serait dommage que... Oui, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conduire tout le monde vers votre chaîne. Votre chaîne Afrique Essor. Bon, un petit point, voilà, au nom de ma générosité, un petit point, et on va écouter le doyen. Voilà, le doyen, c'est vrai que j'ai envie d'écouter le doyen aussi. Hein. Un petit point pour aider, allez-y. Bon, d'accord. Alors, un autre point, vraiment, les hommes de grâce, croyez ces femmes, croyez ces enfants, ne leur demandez pas en plus de prouver, parce que déjà que c'est une violence, vraiment soutenez, parce qu'il est question de vos mères, de vos grands-mères. Osez vraiment vous tourner vers elles avec bienveillance et en vous disant oui, je suis prêt à t'écouter. Parle-moi maintenant. Merci je suis beaucoup. prêt à t'écouter. Merci beaucoup. Créez cet espace-là. Alors, doyen, que vous dit votre sagesse? Nous vous écoutons maintenant. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. C'est dommage, les agressions sexuelles, ça se voit un peu partout dans tous les pays et ça prend de l'ampleur. L'attentat à la pudeur n'est que l'une des nombreuses formes d'agression sexuelle. Il faut retenir que ce soit ici ou ailleurs, il est très difficile de cerner ce phénomène. On n'arrive à l'enregistrer qu'à 10%. Pourquoi? Parce que dans 90% des cas, les victimes préfèrent se taire par pudeur. En Belgique, par exemple, en 2017, on a pu enregistrer que 11 999 cas d'agression sexuelle avec
3650 cas d'attentats à la pudeur. C'est pas facile. Ce n'est que le sommet, un petit point, la pointe de l'iceberg. Et le gros morceau est toujours caché, on n'arrive pas à cerner ça. Aujourd'hui, ça court. Il y a le cas de Harvey, ce producteur américain, ce producteur de films, qui est accusé par de nombreuses actrices comme étant quelqu'un qui se livre justement à des pratiques qui sortent carrément du film. Il passe du film à la réalité et commence à faire des choses qui ne sont pas intéressantes. Il est accusé de faire de l'agression sexuelle sur de nombreuses actrices. Alors, Doyen, que faut-il faire? En tout cas, je pense qu'il faut frapper fort, il faut être vigilant, il faut sensibiliser et il faut surtout éduquer les enfants qui sont à bas âge et leur montrer comment déjouer ces ruses de ces prédateurs-là. D'accord. Merci beaucoup, Doyen Kassi. Petite information utile pour terminer. Dans 3 quarts des cas, l'agresseur est une personne de l'entourage. C'est ce que les études disent. Alors, nous avons aussi la loi ivoirienne qui existe en la matière et qui a prévu pour nous ce qui suit. Et effectivement, Jean-Michel, l'article 355 du Code pénal ivoirien dit quelque chose à propos de l'attentat à la pudeur. Et je vais me permettre de lire l'article. Il est stipulé comme suit: quiconque commet un attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence sur une personne de l'un ou de l'autre sexe est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs. L'emprisonnement est de 5 à 10 ans et l'amende de 200 000 francs à 2 millions de francs CFA. Si l'auteur est l'une des personnes visées par le 2e paragraphe du 2e alinéa de l'article 354 ou la mère de la victime, si l'auteur a été aidé par une ou plusieurs personnes, et enfin, si la victime est âgée de moins de 15 ans. Voilà. C'est-à-dire que la loi a quelque chose de prévu pour encadrer. Pour sévir, effectivement. D'accord. Merci beaucoup, Peluche Agathon. Merci beaucoup à vous, Madame Marjorie Djeba, d'être venue partager avec nous votre histoire. Et on n'oublie pas votre page Afrique SOA et bonne continuation dans ce travail de sophrologue aussi, qui vous permet d'assister aujourd'hui des enfants, des parents, pour poursuivre la lutte contre les agressions sexuelles ici et ailleurs dans le monde. Merci beaucoup, c'est avec des applaudissements que nous vous raccompagnons et nous souhaitons le meilleur pour l'année. Merci.